Les vents d'automne fouettaient les remparts de Saint-Malo, avec une violence inhabituelle ce soir-là, portant avec eux l'odeur salée de l'Atlantique et les promesses d'une tempête qui s'annonçait redoutable. Pierre Moreau ajusta machinalement son ciré jaune en observant les vagues qui se brisaient contre les rochers de la grande baie, leurs embruns atteignant presque les fenêtres de la station SNSM où il effectuait sa permanence. À 58 ans, ses cheveux grisonnants et ses rides creusées par le soleil et le sel témoignaient de 30 années passées à sauver des vies en mer. Pourtant, ce soir, comme tant d'autres depuis 2 ans, il se sentait étrangement vide, comme si une partie de lui était restée dans cette chambre d'hôpital où Marie avait rendu son dernier souffle. « Encore là, Pierre? Tu devrais rentrer chez toi. La météo annonce du mauvais temps pour cette nuit. » La voix de Jean-Claude, son collègue de la SNSM, le tira de ses pensées moroses. L'homme plus jeune, la quarantaine dynamique, rangeait méthodiquement son équipement après sa journée de service. Pierre haussa les épaules, ses yeux bleus délavés fixés sur l'horizon sombre, où les nuages s'accumulaient comme une muraille menaçante. « Chez moi? Pourquoi faire? Regarder les murs de ma maison vide ?» Sa voix portait cette amertume qu'il ne parvenait plus à dissimuler, cette résignation qui inquiétait ses proches depuis le décès de Marie. Jean-Claude s'approcha, posant une main amicale sur l'épaule de son collègue. « Marie n'aurait pas voulu te voir comme ça, Pierre. Elle aurait voulu que tu vives, que tu retrouves le goût des choses simples. » Pierre ferma les yeux, sentant une douleur familière lui serrer la poitrine. « Les choses simples? J'ai passé ma vie à sauver des inconnus en mer, Jean-Claude, et je n'ai pas été capable de sauver la personne qui comptait le plus pour moi. Que vaut ma vie maintenant ?» Le vent hurla plus fort contre les vitres, comme pour souligner sa détresse. Jean-Claude secoua la tête, comprenant que son ami s'enfonçait chaque jour davantage dans cette culpabilité destructrice qui le rongeait. « Tu n'es pas médecin, Pierre. Tu n'aurais rien pu faire contre son cancer. Mais tu peux encore faire quelque chose pour toi, pour honorer sa mémoire autrement qu'en te détruisant. » L'homme aux cheveux gris ne répondit pas, se contentant de fixer l'écume blanche qui dansait dans la lumière jaunâtre du phare du môle. L'alarme stridente de la station retentit soudain, brisant le silence tendu qui s'était installé entre les deux hommes. Pierre bondit instinctivement, tous ses réflexes de sauveteur se réveillant d'un coup. « Appel de détresse, secteur nord-ouest, à environ 2000 nautiques des rochers de Cézembre », cria Michel, l'opérateur radio, depuis son poste de communication. Embarcation de plaisance en difficulté, un seul occupant à bord, probablement un enfant d'après la voix. Pierre sentit son sang se glacer. Un enfant seul en mer par ce temps qui se dégradait rapidement. Jean-Claude était déjà en train d'enfiler son équipement de sécurité. « Je viens avec toi, Pierre. Cette mer ne pardonne pas ce soir. » Mais Pierre secouait déjà la tête, ses gestes redevenus précis et assurés. « Non, reste ici pour coordonner avec les secours terrestres. J'y vais seul avec le semi-rigide. Plus on est nombreux, plus c'est dangereux par cette météo. » En quelques minutes, Pierre avait préparé l'embarcation de sauvetage, vérifiant méthodiquement chaque équipement de sécurité, chaque système de navigation. Ses gestes étaient fluides, automatiques, forgés par des décennies d'expérience. Malgré sa détresse personnelle, il restait un professionnel accompli, respecté par tous ses pairs pour son courage et sa compétence. Le moteur puissant rugit dans la nuit alors qu'il manœuvrait habilement pour sortir du port, naviguant entre les rochers que la marée montante commençait à recouvrir. Les vagues, déjà hautes de plus de 3 mètres, malmenaient son embarcation comme un jouet, mais Pierre tenait fermement la barre, ses yeux scrutant l'obscurité à la recherche du moindre signe de l'embarcation en détresse. La radio grésilla dans le vacarme du vent et des embruns. « Pierre, ici Michel. J'ai perdu le contact avec l'embarcation depuis 5 minutes. Dernière position confirmée, nord-ouest des rochers de Cézembre. Mais avec cette dérive, elle peut être n'importe où maintenant. » Pierre serra les dents, augmentant légèrement la puissance du moteur malgré les conditions de plus en plus périlleuses. « Reçu, Michel. Je quadrille la zone. Si c'est vraiment un gamin là-bas dehors, il ne tiendra pas longtemps. » Sa voix, rendue métallique par la radio, trahissait une détermination farouche que ses collègues ne lui avaient plus entendue depuis longtemps. Au fond de lui, quelque chose s'était réveillé, une urgence vitale qui transcendait sa propre souffrance. Soudain, dans le faisceau de son projecteur, Pierre aperçut une forme sombre qui dansait dangereusement sur les crêtes des vagues. Un petit bateau de plaisance, probablement un optimiste, complètement à la merci des éléments déchaînés. Et sur le pont arrière, une silhouette minuscule s'accrochait désespérément au mât. « Je l'ai trouvé !» cria Pierre dans sa radio, son cœur battant à tout rompre. Il manœuvra avec une précision millimétrique pour s'approcher de l'embarcation sans l'aborder violemment.
compensant les mouvements erratiques des deux bateaux dans la houle. « Tiens bon, petit, j'arrive !» hurla-t-il par-dessus le rugissement de la tempête. L'enfant leva la tête vers lui, et même dans l'obscurité trouée par les éclairs, Pierre put distinguer un visage pâle mais étrangement calme pour un gamin en si mauvaise posture. Ce qui le frappa le plus, ce fut le regard du garçon. Au lieu de la panique qu'il s'attendait à voir, il y avait quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si l'enfant l'avait attendu. « Monsieur Pierre » cria le garçon d'une voix claire qui porta malgré la tempête. Pierre sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Comment cet enfant pouvait-il connaître son nom? Mais ce n'était pas le moment de se poser des questions. Avec l'agilité d'un homme beaucoup plus jeune, il lança une corde vers le petit bateau et, profitant d'un moment où les deux embarcations se rapprochaient, il bondit et saisit fermement l'enfant dans ses bras. « Je savais que vous viendriez », murmura le garçon contre son oreille, et ces mots simples bouleversèrent Pierre plus qu'il n'aurait su l'expliquer, réveillant en lui des émotions qu'il croyait enfouies à jamais. Le retour au port de Saint-Malo se fit dans un silence troublant, seulement rompu par le ronronnement du moteur et le clapotis des vagues contre la coque du semi-rigide. Pierre tenait fermement la barre d'une main, tandis que de l'autre, il maintenait une couverture de survie autour des épaules frêles de l'enfant qu'il venait de sauver. Le garçon, qui paraissait avoir une douzaine d'années, était resté étonnamment calme depuis son sauvetage, se contentant d'observer Pierre avec des yeux sombres et perçants qui semblaient receler bien plus de maturité que son âge ne le suggérait. Ses vêtements trempés, un jean délavé et un pull marin bleu, collaient à son corps maigre, et ses cheveux châtains dégoulinaient encore d'eau de mer, mais il ne tremblait pas, ne pleurait pas, ne posait aucune question sur ce qui venait de lui arriver. « Comment tu t'appelles, petit ?» demanda Pierre en manœuvrant délicatement pour éviter les récifs de l'entrée du port, sa voix rendue rauque par l'émotion et l'effort. L'enfant leva vers lui ce regard troublant qui l'avait déjà interpellé. « Léo Dubois », répondit-il simplement, avant d'ajouter après une pause, « Et vous, vous êtes Pierre Moreau, né le 15 mars 1966, marié à Marie Leblanc le 23 juin 1992, devenu veuf le 14 octobre 2022. » Pierre faillit lâcher la barre, son sang se glaçant dans ses veines. Comment cet enfant inconnu pouvait-il connaître des détails aussi précis sur sa vie privée, même la date exacte du décès de Marie, information qu'il n'avait partagée qu'avec sa famille proche. « Comment tu sais tout ça ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur. Léo baissa les yeux vers ses mains, soudain redevenu l'enfant fragile qu'il était. « J'ai mes raisons, monsieur Pierre, des raisons que vous comprendrez bientôt. » Les quais du port apparurent dans la lumière jaunâtre des lampadaires, et Pierre put distinguer les silhouettes de Jean-Claude et de Michel, qui les attendaient avec une ambulance et 2 gendarmes. La procédure habituelle pour tout sauvetage impliquant un mineur. Mais Pierre sentait que cette nuit ne ressemblerait à aucune autre, que cet enfant énigmatique allait bouleverser son existence d'une manière qu'il ne pouvait encore imaginer. En amarrant son embarcation, il remarqua que Léo observait chaque geste avec une attention particulière, comme s'il mémorisait tous les détails de ce moment. « Tu es déjà venu ici avant ?» demanda Pierre en l'aidant à descendre du bateau. « Non, mais j'ai étudié les lieux », répondit l'enfant avec cette franchise déconcertante qui le caractérisait. « Étudier les lieux? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Léo ne répondit pas immédiatement, se laissant envelopper dans une nouvelle couverture que lui tendait Jean-Claude. Les gendarmes s'approchèrent, carnets en main, prêts à recueillir les premières déclarations. « Bonsoir mon garçon », dit le plus âgé des deux, un homme aux cheveux poivre et sel qui devait approcher la retraite. « Je suis le brigadier Roussel. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé ce soir? Comment tu t'es retrouvé seul en mer par ce temps ?» Léo regarda Pierre avant de répondre, comme s'il cherchait une permission silencieuse. « Je me suis enfui du foyer d'accueil de Rennes ce matin. J'ai pris le train jusqu'à Saint-Malo, puis j'ai emprunté ce petit bateau pour aller en mer. » Sa voix était posée, trop mature pour son âge. « Emprunté ?» répéta le gendarme en haussant les sourcils. « Tu veux dire voler ?» Léo acquiesça sans gêne apparente. « Oui, voler. Je savais que la tempête arrivait. Je savais aussi que monsieur Pierre serait de permanence ce soir. » Un silence pesant s'abattit sur le petit groupe. Pierre sentit ses jambes se dérober sous lui. « Tu veux dire que tu as délibérément pris la mer par ce temps, en sachant qu'il y aurait une tempête ?» Sa voix tremblait d'incrédulité et d'une colère sourde qui montait en lui. « Tu aurais pu mourir, bon sang. Tu aurais pu nous coûter la vie à tous les deux. » Léo soutint son regard sans faiblir. « Je savais que vous me sauveriez, monsieur Pierre. J'ai lu tous les rapports de vos sauvetages depuis 30 ans.
Vous n'avez jamais perdu personne. Jamais. Ces mots frappèrent Pierre comme une gifle. Cet enfant avait risqué sa vie en comptant sur ses compétences, avait mis en scène son propre sauvetage. Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait une chose pareille? Jean-Claude et les gendarmes échangèrent des regards inquiets, comprenant qu'ils assistaient à quelque chose d'inhabituel, de profondément perturbant. « Parce que j'avais besoin de vous rencontrer », répondit Léo avec une simplicité désarmante. « Et parce que je savais que vous aviez besoin de sauver quelqu'un pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. » Pierre recula d'un pas, comme frappé par la foudre. Comment cet enfant pouvait-il voir si clair dans son âme blessée, dans cette culpabilité qui le dévorait depuis la mort de Marie? « Tu ne me connais pas », murmura-t-il. Mais même en prononçant ces mots, il savait qu'ils sonnaient faux. Léo esquissa un sourire triste, le premier qu'il laissait paraître depuis son sauvetage. « Je connais Pierre Moreau, le héros de Saint-Malo, celui qui a sauvé 123 personnes au cours de sa carrière. Je connais aussi l'homme qui pleure sa femme chaque nuit et qui pense que sa vie ne vaut plus rien. Je connais celui qui se rend sur sa tombe tous les dimanches avec des roses blanches, ses fleurs préférées. » Le médecin de l'ambulance interrompit cette conversation surréaliste en s'approchant de Léo. « Il faut que j'examine ce garçon, » dit-il fermement. « Il a passé des heures en mer par ce temps. Il risque l'hypothermie. » Mais Léo secoua la tête. « Je vais bien, docteur. Ce que j'ai à dire à Monsieur Pierre ne peut pas attendre. » Il se tourna vers Pierre et dans ses yeux brillait une détermination qui força l'admiration du marin aguerri. « Monsieur Pierre, je sais que vous vous demandez comment je sais toutes ces choses sur vous. La vérité, c'est que je vous cherche depuis 6 mois. Depuis que j'ai appris que vous étiez peut-être, » il hésita, sembla rassembler son courage, « que vous étiez peut-être mon père. » Le monde sembla s'arrêter autour de Pierre. Les bruits du port, les voix des gendarmes, tout devint soudain assourdissant et lointain à la fois. « Ton père? Mais c'est impossible, je... » Il s'interrompit, fouillant frénétiquement dans ses souvenirs. Il n'avait jamais trompé Marie, jamais eu d'aventure, jamais... Une image floue lui revint en mémoire. Un été, il y a 13 ans, juste avant son mariage. Une jeune femme rencontrée lors d'une formation de secourisme à Brest. Une nuit d'égarement dont il avait eu honte, qu'il avait enfouie au plus profond de sa mémoire. « Votre mère s'appelait-elle Sophie Dubois ?» demanda Pierre, sa voix à peine audible. Léo hocha la tête, les larmes aux yeux pour la première fois depuis le début de cette nuit extraordinaire. « Elle est morte quand j'avais 8 ans, cancer du poumon. Avant de mourir, elle m'a parlé de vous, m'a dit que vous étiez un homme bien, un homme qui sauvait les gens. Elle m'a donné votre nom et m'a dit que si un jour j'avais vraiment besoin d'aide, je pourrais vous trouver ici, à Saint-Malo. » Pierre s'effondra sur une borne d'amarrage, terrassé par cette révélation. Un fils. Il avait un fils. Cet enfant courageux et mystérieux qui avait risqué sa vie pour le retrouver était son fils. Jean-Claude posa une main réconfortante sur son épaule. « Pierre, ça va aller. On va s'occuper de tout ça. » Mais Pierre ne l'entendait plus. Il regardait Léo, cherchant dans ses traits une ressemblance, et maintenant qu'il savait, il la voyait. Le même nez droit, la même détermination dans le regard, la même façon de serrer les mâchoires quand l'émotion le submergeait. L'aube se levait péniblement sur Saint-Malo, teintant le ciel d'un gris perle qui reflétait parfaitement l'état d'esprit de Pierre Moreau. Assis dans le bureau du commissariat, une tasse de café froid entre les mains, il observait Léo qui dormait recroquevillé sur la banquette en face de lui, enveloppé dans une couverture de l'hôpital. Les traits de l'enfant, détendus par le sommeil, révélaient une ressemblance troublante que Pierre n'arrivait plus à nier. Le même ovale du visage, les mêmes sourcils légèrement arqués, et surtout cette fossette au menton qu'il avait lui-même hérité de son père. 13 ans plus tôt, Sophie Dubois. Il se souvenait maintenant avec une clarté douloureuse de cette jeune femme aux cheveux auburn rencontrée lors d'un stage de formation au premier secours à Brest. Elle avait 24 ans, lui 45, et Marie était en voyage chez sa sœur à Nantes. Une semaine d'égarement qu'il avait enfouie dans un coin de sa mémoire, rongée par la culpabilité et la honte. La brigadier-chef Sylvie Mercier entra dans le bureau, ses talons claquant sur le carrelage, un dossier épais sous le bras. Femme de terrain dans la cinquantaine, elle avait cette autorité naturelle forgée par 25 années de service dans la gendarmerie bretonne. « Monsieur Moreau, j'ai des nouvelles concernant le jeune Léo », dit-elle, en s'installant derrière son bureau. « J'ai contacté le foyer d'accueil de Rennes et les services sociaux. Cet enfant a un parcours compliqué. » Pierre se redressa, tous ses sens en alerte. « Compliqué comment ?» La gendarme ouvrit le dossier, révélant plusieurs photos d'identité de Léo à différents âges, plus maigre, plus triste sur les clichés les plus anciens. Léo Dubois est officiellement orphelin depuis l'âge de 8 ans.
Sa mère, Sophie Dubois, était aide-soignante à l'hôpital de Brest. Elle l'élevait seule, sans jamais révéler l'identité du père sur les documents officiels. Après sa mort, l'enfant a été placé successivement dans 4 foyers différents. Pierre sentit sa gorge se serrer. 4 foyers? Pourquoi tant de changements? Sylvie Mercier tourna une page, révélant des rapports psychologiques et sociaux, fugues répétées, problèmes d'adaptation, mais aussi recherches obsessionnelles. D'après les éducateurs, Léo passait tout son temps libre à fouiller dans les affaires de sa mère, à questionner les anciens collègues de l'hôpital, à chercher des indices sur l'identité de son père. Il y a 6 mois, il a apparemment découvert votre nom dans d'anciens carnets de sa mère. Elle marqua une pause, observant Pierre avec attention. Les derniers rapports mentionnent qu'il était devenu obsédé par vous, collectant des articles de journaux sur vos sauvetages, étudiant vos horaires, votre routine. Les éducateurs pensaient à une forme de fixation psychologique sur une figure paternelle idéalisée. Ces mots frappèrent Pierre comme autant de coups de poing. Son fils, son propre fils, avait vécu un enfer pendant 4 ans pendant que lui pleurait sa femme dans le confort de sa maison de Saint-Malo. À cet instant, Léo ouvrit les yeux, comme s'il avait senti qu'on parlait de lui. Son regard croisa celui de Pierre, et le marin y lut une vulnérabilité que l'enfant avait soigneusement dissimulée la nuit précédente. « Bonjour », dit-il simplement, sa voix encore enrouée par le sommeil. « Tu as bien dormi ?» demanda Pierre maladroitement, ne sachant pas encore comment s'adresser à cet enfant qui était peut-être son fils. Léo s'assit, rajustant la couverture autour de ses épaules. « J'ai rêvé de maman. Elle me disait que j'avais eu raison de vous chercher. » Sa voix était calme, mais Pierre perçut l'émotion contenue derrière ces mots simples. La brigadier-chef Mercier referma le dossier. « Léo, nous devons parler de ta situation. Tu ne peux pas retourner au foyer de Rennes après ce qui s'est passé. Les services sociaux cherchent une solution temporaire. Je veux rester avec lui, » dit Léo en désignant Pierre, sa voix soudain plus ferme. « Je sais que vous pensez tous que je suis fou, que j'ai inventé cette histoire, mais regardez-nous. Regardez nos visages. » Il se leva et se planta devant Pierre, leurs profils côte à côte. La ressemblance était frappante, indéniable. Pierre sentit ses mains trembler. « Il faudrait faire des tests ADN pour être certain, » murmura-t-il. Mais en attendant les résultats, Sylvie Mercier l'interrompit. « Monsieur Moreau, même si cette paternité était avérée, vous n'avez aucun droit légal sur cet enfant. Vous n'êtes pas reconnu officiellement comme son père. La procédure pourrait prendre des mois, voire des années. » Pierre regarda Léo, qui avait baissé la tête, résigné à voir s'éloigner une fois de plus l'espoir d'une famille. « Et si j'acceptais de le prendre temporairement, en famille d'accueil d'urgence ?» La question surprit tout le monde, y compris Pierre lui-même. Léo releva brusquement la tête, et pour la première fois depuis leur rencontre, Pierre vit ses yeux s'illuminer d'un espoir prudent mais réel. « Vous feriez ça? Vraiment ?» Pierre hocha lentement la tête, sentant qu'il prenait la décision la plus importante de sa vie depuis la mort de Marie. « Ta mère, Sophie, elle était quelqu'un de bien. Si tu es vraiment mon fils, je ne peux pas te laisser retourner dans un foyer. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Et même si tu ne l'es pas, tu as pris des risques énormes pour me retrouver. Ça mérite au moins qu'on essaie de se connaître. » La brigadier-chef nota quelque chose dans son carnet. « Il faudra une évaluation psychologique, un entretien avec les services sociaux, et surtout votre casier judiciaire vierge joue en votre faveur, monsieur Moreau. » « Mais c'est envisageable, en effet. » Léo s'approcha timidement de Pierre. « Je sais que c'est difficile pour vous. Maman m'a dit que vous étiez marié, que vous aviez une autre vie. Je ne veux pas tout chambouler. Je veux juste savoir ce que c'est d'avoir un père, même pour quelques semaines. » Pierre sentit sa gorge se nouer. Cet enfant, son enfant, ne demandait que des miettes d'affection, habitué à si peu qu'il n'osait même pas espérer davantage. « Léo, si nous faisons ça, il faut être honnête l'un envers l'autre. Complètement honnête. » L'enfant hocha vigoureusement la tête. « Je vais t'expliquer tout sur ta mère et moi, pourquoi je n'ai jamais su ton existence. Mais toi aussi, tu dois me dire la vérité sur ces 4 années, sur ce que tu as vécu, sur ce qui t'a poussé à orchestrer ce sauvetage. » Léo tendit sa petite main vers Pierre. Marché conclu, Pierre saisit cette main, et ce contact simple lui procura une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. « Marché conclu », répondit-il. Et pour la première fois depuis la mort de Marie, Pierre Moreau esquissa un vrai sourire. Dehors, le soleil perçait enfin les nuages, et la tempête de la nuit précédente semblait appartenir à une autre époque. Dans quelques heures, ils quitteraient ensemble ce commissariat pour se rendre chez Pierre,
dans cette maison vide, qui allait peut-être retrouver une âme. Mais avant cela, ils devaient affronter les fantômes du passé, comprendre comment leur vie s'était entremêlée par-delà les années et les silences, et surtout apprendre à se faire confiance. Car au-delà des tests ADN et des procédures administratives, Pierre savait déjà au fond de son cœur que cet enfant courageux, qu'il avait trouvé au milieu de la tempête, était effectivement son fils, et que leur rencontre allait changer à jamais le cours de leurs deux existences brisées. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit de tempête qui avait bouleversé la vie de Pierre Moreau. L'automne bretonne avançait doucement, peignant les remparts de Saint-Malo de couleurs dorées et cuivrées, et la routine quotidienne avait repris ses droits dans la vieille cité corsaire. Mais dans la maison de Pierre de la rue des Cordiers, tout avait changé. Les résultats des tests ADN étaient arrivés la veille, confirmant officiellement ce que Pierre savait déjà dans son cœur. Léo était bien son fils. Ce matin-là, attablé devant un petit déjeuner que l'enfant avait préparé avec une application touchante, des crêpes bretonnes légèrement brûlées mais délicieuses, père et fils se regardaient avec cette complicité nouvelle qui s'était tissée jour après jour entre eux. « Papa », dit Léo, et ce mot résonna dans la cuisine comme une mélodie que Pierre n'espérait plus jamais entendre. « Tu crois que maman serait fière de nous ?» Pierre posa sa tasse de café, regardant ce garçon qui lui ressemblait tant et qui avait transformé sa maison silencieuse en un foyer plein de vie. « J'en suis certain, Léo. Ta maman était quelqu'un d'exceptionnel. Elle t'a élevé pour que tu deviennes l'homme remarquable que tu es déjà. » Au cours de ces 3 semaines, ils avaient longuement parlé de Sophie, partageant leurs souvenirs comme des trésors précieux. Pierre avait raconté cette semaine passée avec elle à Brest, leur complicité immédiate, sa gentillesse et son rire cristallin. Léo, de son côté, avait partagé ses souvenirs d'enfance, les soirées où Sophie lui racontait des histoires de marins courageux, ses efforts pour lui offrir une vie décente malgré leurs difficultés financières, et surtout ses derniers mots sur cet homme bon, qui sauvait des vies en mer, et qui pourrait un jour être son refuge. « Elle savait que tu me chercherais », avait dit Pierre un soir, ému aux larmes. « Elle t'a préparé à me trouver. » La sonnette de l'entrée retentit, interrompant leur réflexion matinale. Pierre ouvrit la porte pour découvrir Madame Blanchard, l'assistante sociale en charge du dossier de Léo, accompagnée du directeur de l'école primaire de Saint-Malo. « Bonjour, monsieur Moreau » dit la femme aux cheveux gris, son sourire professionnel ne masquant pas complètement sa satisfaction. « Nous venons pour finaliser l'inscription de Léo et faire le point sur sa situation. Au cours des dernières semaines, les démarches administratives s'étaient enchaînées. Reconnaissance de paternité, demande de garde temporaire, évaluation psychologique. Tout s'était remarquablement bien passé, notamment grâce à la réputation irréprochable de Pierre dans la communauté malouine et au progrès évident de Léo depuis son arrivée. « Comment va notre petit héros ?» demanda M. Bertrand, le directeur de l'école, un homme jovial qui avait déjà rencontré Léo lors de son entretien d'inscription. Léo apparut dans l'entrée, proprement habillé et cartable à la main. En 3 semaines, il avait repris du poids, ses joues avaient retrouvé des couleurs, et surtout, son regard avait perdu cette méfiance douloureuse qui le caractérisait à son arrivée. « Bonjour, Madame Blanchard. Bonjour, Monsieur le directeur, » dit-il poliment, avant de se tourner vers Pierre. « Papa, tu es sûr que ça va aller? Ta première journée sans moi depuis... » Pierre sourit, touché par cette sollicitude. Léo était devenu son ombre ces dernières semaines, l'accompagnant partout, apprenant les rudiments du métier de sauveteur, découvrant Saint-Malo sous la tutelle patiente de son père retrouvé. « Ça va aller, mon grand. Et puis Jean-Claude a promis de passer me voir à la station. Il meurt d'envie de savoir comment tu te débrouilles à l'école. » Jean-Claude était devenu en quelques semaines une figure paternelle supplémentaire pour Léo, ravi de voir son collègue et ami retrouver goût à la vie. En chemin vers l'école, longeant les remparts que le soleil d'octobre dorait magnifiquement, Léo glissa sa main dans celle de Pierre. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. » Sa voix était grave, presque solennelle. Pierre s'arrêta, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de son fils. « Je t'écoute, Léo. » L'enfant prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à révéler un secret important. « Ces 3 semaines avec toi, c'est la première fois de ma vie que je me sens vraiment chez moi quelque part. Dans les foyers, j'étais toujours en transit, toujours en attente. Avec toi, j'ai l'impression d'être enfin arrivé. » Pierre sentit ses yeux s'embuer. « Tu sais, Léo, moi aussi j'ai l'impression d'être enfin arrivé. Depuis la mort de Marie, j'étais perdu en mer et c'est toi qui m'as ramené au port. » Ils s'étreignirent longuement, indifférents aux regards attendris des passants matinaux.
L'école primaire Châteaubriand, un bâtiment de granit typiquement breton, bourdonnait déjà d'activité quand ils arrivèrent devant les grilles. Pierre sentit Léo se raidir légèrement à ses côtés. « Tu as peur ?» demanda-t-il doucement. Léo hocha la tête. « Et si les autres enfants ne m'aiment pas? Et si les maîtresses trouvent que je suis trop en retard dans le programme ?» Pierre posa ses mains sur les épaules de son fils. « Léo, regarde-moi. Tu es l'enfant le plus courageux que je connaisse. Tu as traversé une tempête en mer pour me retrouver. Tu penses vraiment qu'une classe de CM1 va te faire peur ?» Un sourire timide éclaira le visage de l'enfant. « Quand tu le dis comme ça, Monsieur Bertrand s'approcha d'eux. « Léo, ta nouvelle maîtresse, Madame Corvette, t'attend. Elle a préparé une présentation spéciale pour ton arrivée. Apparemment, toute la classe est très curieuse de rencontrer le fils du héros local. » L'intégration de Léo se fit avec une facilité qui surprit tout le monde. Les enfants de Saint-Malo, habitués aux récits de sauvetages en mer, accueillirent avec fascination ce garçon dont le père était une légende vivante. Pendant la récréation, Pierre put l'observer depuis la fenêtre du bureau du directeur. Léo racontait son aventure nocturne avec des gestes expressifs, entouré d'un groupe d'enfants captivés. « Il a le don de son père pour captiver un auditoire », remarqua M. Bertrand avec amusement. Et surtout, il a retrouvé confiance en lui. Quand nous l'avons rencontré il y a 3 semaines, c'était un enfant brisé. Regardez-le maintenant. Pierre observait effectivement son fils avec une fierté immense. Léo riait, gesticulait. Ses yeux brillaient de joie. Pour la première fois de sa jeune vie, il était simplement un enfant heureux parmi d'autres enfants. L'après-midi passa rapidement à la station SNSM, où Pierre reprit officiellement son service après ses 3 semaines de congé exceptionnels. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, curieux de connaître tous les détails de cette paternité surprise qui défrayait la chronique locale. « Alors, Pierre, comment ça se passe avec le petit ?» demanda Michel en préparant les équipements pour la patrouille de l'après-midi. « Mieux que je n'aurais jamais osé l'espérer », répondit Pierre sincèrement. « Il me rappelle pourquoi j'aime ce métier, pourquoi chaque vie sauvée compte. Il m'a redonné l'envie de me battre. » Jean-Claude sourit, posant une main amicale sur l'épaule de son collègue. « Marie serait fière de toi, Pierre. Tu as trouvé la force de recommencer à vivre, et ce gamin a trouvé un père formidable. C'est beau comme une histoire de roman. » Le soir venu, Pierre attendait à la sortie de l'école, le cœur battant comme un père le jour de la rentrée de son enfant. Léo sortit en courant, son cartable rebondissant sur son dos, le visage rayonnant. « Papa, j'ai été interrogé en géographie sur les côtes bretonnes, et grâce à tout ce que tu m'as appris ces dernières semaines, j'ai eu 20 sur 20. » Pierre le souleva dans ses bras, riant de bonheur. « Je suis fier de toi, mon champion. » En rentrant à la maison main dans la main, ils parlèrent de cette première journée d'école, des nouveaux amis de Léo, de ses projets pour les jours à venir. « Papa, » dit soudain Léo en s'arrêtant devant la porte de leur maison. « Tu crois qu'on pourrait aller voir la tombe de Marie dimanche? J'aimerais la remercier. » Pierre sentit sa gorge se serrer d'émotion. « La remercier? De quoi? De t'avoir rendu assez bon pour m'aimer malgré tout ce qui s'est passé. » Ce soir-là, en bordant Léo dans ce qui était maintenant officiellement sa chambre, Pierre réalisa que la tempête qui les avait réunis cette nuit d'octobre avait balayé bien plus que les nuages du ciel. Elle avait emporté sa solitude, ses regrets, et lui avait rendu l'espoir d'un avenir lumineux. Père et fils s'étaient retrouvés, et ensemble, ils étaient en prêts à affronter tous les horizons.